Bonjour Serge, bonjour à tous. Bonjour Frédéric. Quelques éléments de contexte tout d'abord avant de commencer. Le groupe SEB. Le groupe SEB, c'est un groupe industriel, leader mondial dans son secteur d'activité, un groupe français qui est présent dans plus de 150 pays à travers le monde. Retenez en deux mots que l'on vend 7 produits par seconde. Quelques chiffres clés, retenons certains d'entre eux. Un chiffre d'affaires de l'ordre de 5 milliards d'euros. Un peu plus de 1000 personnes dédiées à l'innovation, puisque l'innovation est clé pour nous. Ça nous permet de déposer plus de 100 brevets et de faire encore de la production made in France qui ferait plaisir à l'ensemble de nos dirigeants, que ce soit de droite ou de gauche. Une expérience client finalement multilocale, ça fait un peu plus de 150 ans que le groupe SEB s'est construit là-dessus en définitive, puisque on se focalise notamment sur des habitudes locales, des habitudes culinaires. Quoi de plus local finalement que les habitudes culinaires? Ici le riz, on ne consomme pas tout à fait le riz de la même manière qu'on soit à Tokyo, que l'on soit dans le sud de l'Europe ou en Amérique du Nord. C'est un peu la même chose finalement pour le thé, Frédéric, c'est-à-dire que l'expérience est bien différente à Buenos Aires ou à Londres ou à Tokyo. Enfin, de même pour tout ce qui est produit de soins de la personne, que ce soit de la peau, le visage, etc. Ou alors même l'épilation, on ne s'épile pas de la même manière, oui, en Europe du Nord et en Europe du Sud, Frédéric. Et c'est vrai qu'il faut adapter ces produits, la façon de les présenter en fonction de l'audience. Et le digital, c'est devenu une magnifique opportunité pour proposer un service sur mesure à chacun. Mais comme toute opportunité, il s'accompagne de contraintes. On ne va pas se connecter de la même manière, au même moment de la journée, sur les mêmes devices, avec la même bande passante. Parfois, les internautes vont vouloir passer par des intermédiaires avant d'arriver sur votre site. Des intermédiaires qui sont toujours plus puissants et qui ont des philosophies radicalement différentes. Enfin, ils vont vouloir partager, échanger, acheter, se plaindre sur des plateformes parfois très locales. Et finalement, les marques qui réussissent à tirer leur épingle du jeu sont les marques qui vont pouvoir adapter leur communication en fonction de chacune de ces plateformes pour rester en phase avec chacune de ces communautés locales. L'offre de distribution est tellement large que les consommateurs peuvent aller acheter sur n'importe quel marketplace et pas forcément sur les sites e-commerce des marques. Et donc, il faut aussi, là, pour avoir les produits qui soient les mieux référencés possibles par rapport à la concurrence, respecter les règles des différentes marketplaces qui sont parfois très, très locales. Et enfin, ce n'est pas parce qu'on parle de digital que les codes culturels locaux sont à oublier. Au contraire, comme dans le monde physique, les Allemands vont vouloir avoir des éléments de réassurance à chaque moment de leur navigation et surtout lors de l'acte d'achat. Les Coréens vont être plutôt sensibles à des coupons ou des promotions et les Japonais vont mettre le service client au-dessus du reste, même en digital. Et donc en fait, les marques qui arrivent à respecter l'ensemble de ces spécificités culturelles et digitales qu'on vient de voir peuvent truster la place de leader sur le web. Mais la réalité, c'est que la plupart des marques ont été créées avant l'ère digitale, c'est le cas du groupe SEB, plus de 150 ans, et donc l'organisation, clairement, elle n'a pas été conçue initialement pour répondre aux besoins digitaux locaux, internationaux, au quotidien. Et donc là, la seule solution pour exister sur le web, c'est d'opérer une transformation digitale du groupe. Finalement, voici l'ensemble de notre portefeuille de marque, qui est une force absolue et en même temps un élément de complexité qui est énorme. Vous comme moi, d'année en année, on est de plus en plus exigeants, on est des consommateurs qui sont exigeants, c'est le benchmark du marché qui veut ça. Donc finalement, dans ce contexte-là, notre objectif, c'est d'apporter une expérience la plus adaptée possible avec des moyens qui sont de toute manière circonscrits. Voici comment on va organiser la transfo digitale au sein du groupe SEB. En fait, il y a deux éléments clés sur la transformation en termes d'organisation, Frédéric. Tout d'abord, la première dimension, c'est ce que je nommerais les digital people. À un moment donné, avant de vouloir faire changer les autres, il faut d'abord se changer soi-même. Ça veut dire qu'on a mis des gens qui s'occupent de digital, soit en temps partagé, soit à temps plein, dans l'ensemble de l'organisation du groupe.
De manière schématique, au sein des business units, nous avons des gens qui s'occupent spécifiquement d'enrichir l'offre produit avec des services et des éléments digitaux. De même, ce sont des gens qui travaillent et qui produisent des contenus soit catégoriels, soit des contenus produits à destination du digital. Au niveau corporate, on a plusieurs services qui s'occupent finalement de la mise en place de la stratégie globale digitale, qu'elle soit média, qu'elle soit créative, etc. Et enfin, d'un point de vue continent et au sein de nos filiales commerciales, nous avons des gens qui sont complètement dédiés à l'activation de nos dispositifs de communication, non seulement offline, mais aussi et surtout online. La deuxième dimension, que je nommerai le digital mindset, finalement, c'est de faire monter l'ensemble de l'organisation d'un point de vue digital, pour ne laisser personne au bord de la route. Donc, il y a de larges formations qui sont dispensées à l'ensemble des collaborateurs du groupe. On a un MOOC qui est accessible, on a des digital sessions qui ont lieu toutes les semaines dans des digital rooms. On a une digital community avec des outils intranet, des conf calls, etc., etc. Et ça nous permet finalement d'infuser cette culture digitale, non seulement auprès des digital natives et autres acteurs, mais surtout auprès des acheteurs, des commerciaux, des assistantes, etc., pour que l'ensemble de l'organisation soit irrigué par ce digital spirit. Alors comment réussir, une fois qu'on s'est réorganisé, à proposer des éléments qui soient cohérents dans le monde? Le premier point, c'est de faire un énorme travail au niveau du siège. Et donc là, on voulait partager justement l'expérience du groupe CEP sur 4 points clés. On parle en fait ici d'un socle qui doit être le plus large possible et répondre au plus grand nombre. Ouais, je parlerai finalement de juste équilibre sur ce socle commun ou de différenciation retardée, au même titre qu'on peut appliquer un logo différent sur la fin d'une chaîne de production à tel ou tel produit. Ben, on opère de cette manière-là aussi. Un premier exemple est, comme vous le savez, le digital, c'est l'alliance entre la techno et le marketing. La plateforme technique est clé. Aujourd'hui, on dispose d'environ 500 sites à travers le monde sur une foultitude de technologies différentes. L'idée est d'en ne disposer finalement que de 150 in fine sur une seule plateforme. À date, on est à mi-chemin du travail effectué et cette plateforme technique va nous aider à plusieurs choses. Primo, ça va nous aider à avoir une grammaire commune qui est clé entre l'ensemble des pays. Ça va nous permettre aussi de partager et d'adapter plus facilement nos contenus. Troisièmement, dans un contexte digital, un écosystème de plus en plus compliqué avec des API externes, des API internes, etc. Quand vous faites l'effort une fois, ben, vous le faites pour tous les pays. Et enfin, ça permet aussi d'avoir un coût qui est globalement maîtrisé. Ouais, c'est vrai qu'une plateforme unique, c'est souvent une étape clé dans une transformation digitale pour un groupe, mais c'est le cas aussi typique où finalement le siège se dit que c'est une action qui dépend du central et que quoi qu'il arrive, les filiales suivront. La réalité, c'est que les filiales, elles sont souvent sous-staffées, elles sont organisées de façon différente, elles sont clairement réticentes au changement, et donc il faut prendre tout ça en compte pour les accompagner. Parce que le pire des cas, lors d'un choix d'une plateforme, c'est que vos filiales finalement ne vous suivent pas et qu'elles n'adoptent pas la plateforme. Donc il faut avoir une équipe soit en centrale, soit une agence partenaire qui va pouvoir accompagner chacune des filiales, si possible dans sa langue, pour s'assurer que la montée en compétences se fasse correctement et que l'adoption de la plateforme soit totale. En l'occurrence, ça se caractérise par exemple par la création d'un seul modèle de site autour d'un système de marque qu'on vient ensuite alimenter avec nos différentes informations et notamment nos bases d'informations produits. Oui, la fiche produit est un sujet au niveau digital. Nous créons centralement une foultitude d'informations et si vous allez voir nos différents templates de sites, je citerai Roventa, Moulinex, Tefal, ben vous allez voir que finalement la scénarisation des informations sur la fiche produit est différente. Par contre, l'intégrité des informations est la même sur l'ensemble des plateformes. On a des titles, des claims, des short descriptions, des long descriptions, des benefits, etc., etc. Et template du groupe SEB ont la particularité d'être toujours acceptés par l'ensemble des pays. Il n'y a jamais
le Japon, la Russie ou le Brésil qui dit que ce template n'a pas été pensé pour moi. Alors comment c'est possible? Tout simplement parce que lors de la phase de création, très en amont, l'ensemble des templates sont validés par des experts natifs chez DataWars de chacun des pays qui va en quelque sorte représenter la filiale et s'assurer qu'il n'y a pas d'impair culturel sur les maquettes qui sont proposées. Ensuite, il y a un arbitrage qui est fait entre le groupe SEB, son agence de création et nous-mêmes pour en effet proposer un template qui répond au plus grand nombre. Les process sont importants aussi. On parlait de grammaire commune. Effectivement, il y a des droits et des devoirs pour tout un chacun, aussi bien au niveau corporate qu'au niveau des filiales, Frédéric. C'est-à-dire que, si vous voulez, aujourd'hui, nous avons des fonctions de formation, des fonctions support à l'ensemble des pays. Nous faisons faire des évolutions à nos sites et tout ça est régi par un certain nombre de règles et de devoirs que tout un chacun doit respecter. Au-delà de ça, un élément qui est clé pour nous, c'est de s'adosser à des partenaires internationaux dans tous les domaines, de manière à accélérer la transformation et à s'appuyer sur ces partenaires pour monter en compétence, quel que soit le lieu dans le monde. Donc du coup, on a des partenaires de différentes dimensions pour notre DSI, des partenaires mondiaux. On a des partenaires mondiaux sur le média, sur la création des contenus, sur l'activation des contenus, et puis bien évidemment des partenaires internationaux sur l'adaptation des contenus localement. Tout à fait. C'est vrai que pour le process, souvent ce que veulent les marques, elles viennent nous voir depuis 16 ans pour nous dire je veux industrialiser mon process. Donc oui, c'est très bien et c'est la clé, c'est le rôle du central. Mais finalement, on a conseillé au groupe SEB de commencer avec un seul pays. Dans ce cas-là, on a pris la France parce que c'était un pays qui était très staffé, qui était à l'aise en digital. On a testé le process, on a fait du fine-tuning. Ensuite, on a testé un second pays beaucoup plus complexe, donc soit la Russie, le Japon, la Corée. Et si jamais votre process passe ces 2 étapes, vous pouvez en effet vous lancer à l'international et parler en effet d'industrialisation de process. Si vous le faites trop tôt, c'est le meilleur moyen pour bloquer la machine. Et au lieu d'accélérer votre déploiement dans vos 40, 50, 100 filiales, vous allez ralentir le process et avoir des coûts additionnels assez importants. Le SEO, c'est un bel exemple finalement de synergie entre le central et le local. Je vais prendre 2 des piliers du SEO, qui sont la technologie et la sémantique. La technologie, l'ensemble des améliorations est faite une seule fois sur les plateformes en centrale et tout le monde en bénéficie. Donc c'est une très bonne chose. D'un point de vue sémantique, on réalise un certain nombre d'études internationales autour de nos produits, autour de nos recettes, autour de nos marques. Et ensuite, ces études sémantiques, finalement, elles sont enrichies par des experts natifs, experts dans le search. C'est vrai qu'on s'est souvent posé la question avec le groupe SEB, savoir est-ce que finalement le SEO c'est quelque chose de très local, puisqu'on parle d'habitude de consommation dans les différents pays. Est-ce que le siège devait intervenir? Notre conviction c'est que oui. Si jamais rien n'est fait en centrale, il n'y a que 2 solutions. Soit vos filiales font rien, ce qui est dramatique en termes de référencement, soit elles font une stratégie qui est purement locale, qui peut être cohérente, mais qui malheureusement envoie un message qui est différent de celui voulu par le siège. Donc nous, notre conviction, c'est de maximiser les éléments qui sont créés par le siège dans une langue. Dans ce cas-là, on a choisi l'anglais, avec typiquement le choix des mots-clés qui sont les plus populaires, et de livrer chacune des filiales avec une mini-étude locale qui leur correspond pour qu'ils puissent se concentrer sur l'aspect uniquement business, avec un effet effortless. Finalement, en résumé, je retiendrai 3 choses. 1, il faut avoir le support du management pour faire tout ça, mais ça, j'enfonce une porte ouverte. On va dire que pour l'ensemble des projets, c'est la même chose. Deuxième point qui est plus important, c'est l'aspect de change management. On a visité 100% des pays avec lesquels on travaille. Ça veut dire que finalement, la relation n'est plus tout à fait la même une fois qu'on se rencontre in situ. Et ça, c'est clé. On a fait beaucoup de miles dans ce projet-là. Enfin, on ne joue pas aux écureuils, finalement. On paye une large part à la construction globale, tout en faisant payer une cote non négligeable, mais réduite, à l'ensemble de nos filiales, ce qui permet d'avoir un équilibre et d'encourager nos différents pays à venir participer à cet effort global. Oui, et c'est vrai que si jamais cet investissement est fait correctement au niveau du siège, les pays, comme je disais, vont pouvoir se concentrer sur des détails locaux qui font toute la différence. Et on a montré quelques exemples pour conclure cette présentation.
Un exemple, le robot de cuisine compagnon de Moulinex, où on a une appli qui est adossée à ce robot qui permet notamment de le piloter. Et finalement, le template est le même pour tous, mais il s'adapte aux devices locaux et surtout les contenus sont adaptés, puisqu'on ne fait pas les mêmes recettes en Turquie ou en France, par exemple. Au niveau SEO, si jamais il y a un maximum d'informations qui est envoyé aux filiales, typiquement la Russie va pouvoir se concentrer sur le produit phare qu'elle veut pousser dans son pays ou le produit sur lequel la concurrence est très peu présente. Donc, c'est-à-dire de trouver des gaps en termes SEO qui permettent avec un très faible investissement d'être tout de suite référencé premier, tout simplement parce que la concurrence n'y est pas. Et donc ça peut être fait que s'ils ont le temps de le faire et si le central donc, a fait son travail. On adapte aussi tout ce qui est buy online et buy offline auprès de nos différents clients. J'en profite pour passer le bonjour à nos amis de Darty que j'ai vus tout à l'heure. Et je conclue avec une dernière slide pour montrer que ce n'est pas parce que le siège s'investit beaucoup et qu'il présente, finalement, qu'il va proposer des contenus très centralisés que les filiales ne peuvent pas les adapter. Au contraire, si jamais ils ont toute la matière en leur possession lors de la réception du contenu, ils vont pouvoir se concentrer sur la manière de les présenter pour respecter les codes culturels locaux et augmenter le business localement. Donc finalement, Frédéric, je parlerai de juste équilibre entre l'effort qui est fait globalement et l'effort qui est fait localement. Est-ce qu'on pourrait parler finalement d'international friendly? Oui, je préfère le mot e-multiculturalisme, mais en effet, on peut parler de ça. C'est plus dur à prononcer. Ouais. C'est plus dur, mais ça fait 16 ans qu'on le prononce et 16 ans qu'on le fait, donc voilà, on s'y fait. Merci infiniment à tous les deux, bravo. Merci pour cet effort de transparence.